Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, nous intervenons avec Charlotte sur les mesures sociales, les nouvelles mesures sociales donc issues de la loi, la seconde loi d'urgence du 17 juin 2020. Alors quelques propos introductifs pour commencer. Donc je ne sais pas si vous savez, il y avait une première loi qui est intervenue, une première loi d'urgence qui est intervenue le 23 mars qui avait pour objet de lutter contre l'épidémie du Covid-19 et qui habilitait le gouvernement à prendre des ordonnances dans un délai de 3 mois, donc jusqu'au 24 juin, prendre toutes mesures et notamment en matière sociale. Et donc là, le 17 juin 2020, la seconde loi d'urgence destinée à faire face à la crise sanitaire a été publiée, donc dite seconde loi d'urgence, et elle prévoit un certain nombre de mesures, notamment en matière sociale et sur ces éléments sur lesquels on va revenir aujourd'hui, notamment en matière d'activité partielle, de renouvellement des CDD et contrats d'intérim, de prêt de main-d'œuvre ou encore d'intéressement dans les TPE-PME. Donc il faut bien faire attention puisque selon les mesures, toutes ne sont pas entrées en vigueur dès le 17 juin et bon nombre de mesures entrent en vigueur, sont dans l'attente d'un décret qui va définir exactement la date à laquelle ces mesures entrent en vigueur. Donc, il faut être vraiment vigilant par rapport à ça. Ce n'est pas parce que des mesures sociales figurent dans cette loi qu'elles sont toutes d'application immédiate. Donc, aujourd'hui, on va commencer par l'activité partielle. Donc, l'activité partielle, vous savez, c'est la mesure, on va dire, mesure phare qui a été prise par le gouvernement et qui arrive en première place pour faire face aux conséquences de l'épidémie du Covid-19 et donc préserver l'emploi. Donc, dès le mois de mars 2020, le gouvernement a aménagé le dispositif qu'on va appeler aujourd'hui de droit commun d'activité partielle tel qu'on le connaît, afin d'arriver à de le renforcer, de l'adapter pour maintenir au plus possible l'emploi des salariés. Donc, notamment, les champs des bénéficiaires des salariés concernés vont être étendus, la durée de l'activité partielle va être augmentée. Le gouvernement a également amélioré l'indemnisation des salariés ou encore l'allocation qui allait être perçue par l'employeur dans ce cadre. Et donc aujourd'hui, avec la seconde loi d'urgence du 17 juin 2020, on est dans un mouvement inverse de reflux où l'objectif, c'est de trouver un dispositif d'activité partielle qui va être moins coûteux pour le gouvernement, moins attractif pour que les salariés reviennent au fur et à mesure au travail. Donc, on est vraiment dans un mouvement inverse. C'est pour ça qu'effectivement, l'article 1 de la loi prévoit que le gouvernement peut prendre par ordonnance dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la loi, donc jusqu'au 17 décembre 2020, toute mesure qui va permettre d'adapter l'activité partielle pour limiter les ruptures des contrats de travail, pour atténuer la baisse de l'activité. Donc, la loi favorisait la reprise de l'activité au bout du compte pour qu'on puisse adapter l'activité partielle en fonction de l'impact économique qu'aura eu la crise sur l'entreprise, en fonction des secteurs d'activité et des catégories de salariés concernés. Donc en pratique, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on nous a annoncé qu'à partir du 1er juin 2020, une ordonnance devait définir dans quelle mesure le taux de remboursement de l'employeur, donc l'allocation au titre de l'activité partielle, allait baisser par rapport à ce qu'on connaissait depuis le mois de mars 2020. Donc, on voit qu'on a un dispositif qui doit s'appliquer depuis le 1er juin 2020, mais il va falloir attendre l'ordonnance du 24 juin 2020 et le décret du 29 juin 2020 pour connaître exactement les secteurs concernés par cette modulation à la baisse de ce taux de remboursement et également connaître le pourcentage. Donc, ces décrets sont parus et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous explique? Que maintenant le taux de droit commun de l'allocation partielle va être abaissé à 60% de la rémunération horaire brute de référence qui va être perçue par le salarié. Donc, en gros, ça veut dire que 85% de ce qui va être versé au salarié va être remboursé à l'employeur par l'État, donc dans une limite de 4,5 fois le SMIC. Et auparavant, je vous rappelle que le remboursement de l'employeur était à hauteur de 70% de la rémunération horaire brute de référence. Donc, ça veut dire que normalement, il y avait une prise en charge totale par l'État des sommes qui étaient versées par l'employeur à ses salariés durant l'activité partielle. Donc, le décret nous précise que ce nouveau taux de 60% va s'appliquer
du 1er juin 2020 au 30 septembre 2020, et tant l'ordonnance que le décret vont préciser qu'à titre dérogatoire, on va maintenir un taux de 70% pour les secteurs qui sont le plus affectés par la crise. Et donc, l'ordonnance et notamment le décret, on va avoir une annexe numéro 1 qui va déterminer précisément les secteurs où on va avoir un maintien à titre dérogatoire du pourcentage de 70%. Donc, c'est dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'événementiel. Et donc, ceux-là, sans condition pour bénéficier de ce maintien à titre dérogatoire 70%. Donc, le décret du 29 juin 2020 prévoit précisément dans son annexe 1 toutes les entreprises qui sont concernées par ce taux dérogatoire de 70%. Après, le décret prévoit également une annexe 2 qui va déterminer également les secteurs d'activité où les entreprises vont bénéficier de ce maintien à 70%. Donc, cette seconde liste, donc l'activité de l'entreprise va dépendre effectivement des secteurs de la première liste, mais l'employeur va devoir démontrer une baisse de son chiffre d'affaires d'au moins 80% sur la période qui court du 15 mars au 15 mai 2020. Et donc, on pourra apprécier cette baisse de 80% du chiffre d'affaires. On va pouvoir soit se référer à la même période au titre de l'année précédente, soit par rapport à un chiffre moyen mensuel au titre de l'année 2019 qui sera mené sur 2 mois. Enfin, il y a une troisième catégorie d'entreprises qui vont pouvoir bénéficier à titre dérogatoire du maintien du taux de 70%. C'est des secteurs donc, qui ne dépendent ni de l'annexe 1 ni l'annexe 2, donc visés ci-dessus, mais qui, du fait de leur activité principale, qui implique l'accueil du public, ont dû être contraints de fermer leur entreprise durant le Covid, mais ça de façon vraiment pas volontaire. Donc là, ces nouveaux taux vont s'appliquer du 1er juin au 30 septembre et on sait déjà qu'à partir du 1er octobre, il va y avoir un nouveau dispositif d'activité partielle de droit commun qui va être encore plus sévère par rapport aux règles d'indemnisation notamment. Et parce que le but, c'est effectivement de revenir, on va dire, à l'activité partielle telle qu'on la connaissait avant le Covid. Et notamment, on le verra, alors que la durée de l'activité partielle qui était passée de 6 mois est passée à 12 mois durant le Covid, à partir du 1er octobre 2020, elle devrait passer à 3 mois renouvelables dans un maximum de 6 mois. Et à compter du 1er octobre 2020, sont déjà annoncés une baisse de l'indemnisation du salarié et une baisse également de l'indemnisation et du remboursement par l'État de l'employeur de ce qui est versé par le salarié. Donc, à côté, on va dire, de ce dispositif d'activité partielle de droit commun, la loi du 17 juin 2020 va créer un nouveau dispositif, un nouveau régime spécifique d'activité partielle qui est à l'article 53 de la loi, donc qu'on appelle soit dispositif ARM, donc au titre de l'activité réduite pour le maintien de l'emploi, ou encore vous avez pu entendre activité partielle de longue durée, donc aussi appelée APLDA. Donc là, toutes les entreprises sont concernées. Elles doivent en revanche rencontrer des difficultés économiques de façon durable, une baisse d'activité durable, mais la loi nous dit dont la pérennité n'est pas pour autant compromise. C'est-à-dire c'est des sociétés qui ne sont pas en liquidation judiciaire, qui pour l'heure n'ont pas à procéder à des licenciements pour motif économique. Donc après, effectivement, c'est ouvert à toutes les entreprises sans condition. Les conditions de mise en place, c'est la conclusion d'un accord collectif d'établissement d'entreprise ou de groupe qui devra être validé par la directe, ou alors un document unilatéral qui sera pris après consultation du comité social et économique, pris en application d'un accord de branche étendu qui va devoir définir l'activité partielle et la possibilité de recourir dans ce cadre-là à l'activité partielle et qui va prévoir des engagements de l'employeur en contrepartie notamment en matière de maintien de l'emploi ou de formation professionnelle. Donc la loi, donc ce dispositif normalement il est applicable à partir du 1er juillet 2020. Simplement là encore, comme on va dire le dispositif de droit commun qui avait été aménagé, pour connaître les règles exactes, et on attendait un décret qui n'est pas encore publié. Il y a un projet de décret qui a été adressé aux partenaires sociaux le 1er juillet 2020. Donc, on attend qu'il soit définitivement
établi pour que ce dispositif ARM puisse rentrer en vigueur, sachant que normalement, voilà, c'est depuis le 1er juillet qu'il est applicable. Et donc, la loi, et ce qui est relayé par le projet de décret, va préciser vraiment de façon précise le contenu de l'accord collectif ou de document unilatéral. Donc, ce que nous dit le projet de décret, c'est que l'accord collectif, donc d'établissement, d'entreprise ou de groupe, va devoir d'abord avoir un préambule qui va contenir un diagnostic sur la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise. Cet accord collectif va devoir avoir des mentions obligatoires, à savoir l'activité et les salariés concernés, la date de début et de période de la mise en œuvre de l'activité partielle, les engagements de l'employeur en matière d'emploi et de formation professionnelle, et c'est là la véritable originalité et finalité de ce dispositif comparativement au dispositif d'activité partielle de droit commun. L'accord collectif va devoir également contenir les modalités d'information des organisations syndicales signataires et du CSE, donc c'est la mise en œuvre de l'accord. Et à côté de ces mentions obligatoires, l'accord va devoir contenir des mentions facultatives, et notamment l'effort des dirigeants salariés, des mandataires sociaux, des actionnaires proportionnés à ceux des salariés, la mobilisation des congés payés ou alors du compte professionnel de formation avant ou après la mise en œuvre de l'activité partielle, et encore des moyens de suivi de l'accord pour les organisations syndicales. Le projet de décret prévoit également le contenu de l'accord de branche et du document unilatéral sur lequel va devoir s'appuyer l'employeur pour pouvoir mettre en place de façon unilatérale cette activité partielle pour maintien de l'emploi. Donc, l'accord de branche devra tout d'abord autoriser le recours à l'activité partielle de longue durée par la voie d'un document unilatéral qui sera établi au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'établissement, et va devoir comporter des mentions obligatoires et facultatives à l'instar de ce que la loi et le décret prévoient pour les accords collectifs d'entreprise et d'établissement, à l'exception des activités, des activités et des salariés concernés, de la date de début et de la période de mise en œuvre de la PLD, et des engagements en termes de maintien de l'emploi et de formation professionnelle, puisqu'effectivement, ça, c'est des éléments qui vont apparaître dans le document unilatéral de l'employeur, puisque au bout du compte, l'employeur, lorsqu'il va établir ce document, va devoir s'appuyer sur ce que contient l'accord de branche pour l'adapter à sa situation, soit au niveau d'entreprise, soit au niveau d'établissement, suivant le périmètre choisi, et également contenir les mentions obligatoires qui devraient apparaître dans l'accord collectif de droit commun. Donc, après avoir établi cet accord collectif ou ce document unilatéral, on va avoir un contrôle de la directe qui va être un peu différent selon si on se situe dans le cadre d'une conclusion d'un accord collectif ou dans la mise en place de l'activité partielle par la mise en place d'un document unilatéral de l'employeur. Donc, quand on est dans le cadre d'un accord collectif d'entreprise, d'établissement ou de groupe, on va parler d'un contrôle léger de la directe sur cet accord qui va vérifier essentiellement 2 points, que les conditions donc, de validité et de régularité de la procédure de négociation de l'accord collectif soient bien respectées, et que les mentions qui doivent obligatoirement figurer dans l'accord collectif tel que c'est défini par la loi et le décret sont bien respectées. Cette même procédure de validation devront à nouveau s'appliquer en cas de conclusion d'un nouvel accord. Et donc, normalement, la directe, à compter de la notification de l'employeur de cet accord, a 15 jours pour statuer. Elle doit rendre une décision normalement motivée et notifiée au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives qui vont être signataires de l'accord. Et si dans les 15 jours, l'administration ne dit rien, on a une décision implicite d'acceptation. Mais dans ce cadre-là, c'est à l'employeur d'informer les membres du CSE et les organisations syndicales signataires qu'une décision implicite est bien intervenue, et donc devra adresser une copie de la preuve de l'envoi de ce document au CSE et aux membres des organisations syndicales, avec également l'accusé de réception de la directe pour bien prouver que l'employeur a adressé cet accord collectif à la directe qui est un accusé de réception. Et également, l'employeur devra informer les salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine, et donc notamment par un affichage. Lorsque on est face à une activité partielle qui va être mise en place de manière unilatérale par l'employeur, dans ce cadre-là, on a un contrôle plus renforcé
de l'administration qui va porter sur 4 points. Donc, la régularité de la procédure d'information-consultation des membres du CSE s'ils existent, la présence de l'ensemble des dispositions obligatoires qui doivent apparaître dans le document unilatéral, que le document unilatéral a bien été pris en conformité avec ce que prévoient les dispositions de la branche, et également que cet accord, ce document prévoit bien la présence d'engagements spécifiques en matière de maintien de l'emploi. Donc, la même procédure devra s'appliquer en cas d'adaptation ou de reconduction du document unilatéral. Et là, la directe n'a pas 15 jours, comme ce qui est le cas en cas d'accord collectif, mais aura 21 jours pour homologuer ce document unilatéral. Cette décision devra également être notifiée aux membres du CSE. Donc là, en revanche, il n'y a pas d'information des syndicats puisqu'il n'y a pas de signataire, il n'y a pas d'accord collectif. Et le silence gardé pendant 21 jours par la directe vaudra acceptation du document unilatéral, mais là également, il appartiendra dans ce cadre-là à l'employeur d'informer les membres du CSE qu'il avait bien déposé ce document à la directe et que la directe a bien accusé réception de l'envoi de ce document pour que la décision implicite puisse jouer. Et là, de la même manière également, il y aura une information par voie d'affichage ou par tout autre moyen des salariés de l'entreprise. Donc, que contient le projet de décret qui a été adressé aux partenaires sociaux le 1er juillet, donc qui sont susceptibles de modification. Donc, c'est vraiment à prendre avec certaines pincettes et vérifier bien que le décret, lorsqu'il sera publié, reprendra effectivement ces éléments. Pour l'instant, le projet de décret nous indique que la réduction maximale de l'horaire de travail, donc de l'activité partielle, serait de 40%. Donc, un salarié qui a 35 heures devrait travailler 60% de sa durée normale de travail ou sa durée contractuelle. Le projet de décret, donc ce serait une réduction qui serait appréciée par salarié dans la limite d'une durée de 24 mois à partir de son entrée en vigueur. Par ailleurs, s'agissant de la durée autorisée de l'activité partielle, donc là, on serait sur une durée limitée, non pas de 12 mois comme dans le cadre de l'activité partielle de droit commun, mais de 6 mois dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, appréciés sur une période de 36 mois. Et donc, si on produit un accord collectif qui serait supérieur à 6 mois, le versement de remboursement de l'État à l'employeur des sommes qui sont versées aux salariés serait conditionné à la transmission à la directe d'un bilan sur le respect des engagements en matière de maintien de l'emploi, de la transmission du PV de la réunion du CSE s'ils existent, et également d'un diagnostic sur la situation économique actualisée de l'employeur. Le projet de décret nous précise également qu'il va effectivement avoir un contrôle de la directe sur le respect par l'employeur de ses engagements au moins tous les 6 mois et donc avant toute demande de renouvellement de l'allocation d'activité partielle, et qu'en cas de non-respect de ces engagements, et notamment s'il procède à des licenciements économiques d'un salarié qui serait concerné par l'activité partielle de longue durée, ou alors que si l'employeur ne respecte pas le périmètre de ses engagements en matière de maintien de l'emploi, eh bien, l'employeur devra rembourser les sommes qui ont été versées à la société au titre de l'activité partielle. Donc, s'agissant de l'indemnisation, donc l'indemnisation qui devrait être versée notamment aux salariés au titre de l'indemnité d'activité partielle, donc serait, comme c'est le cas aujourd'hui, de 70% de la rémunération horaire brute retenue à hauteur de 4,5 fois le SMIC maximum. Et en revanche, l'allocation qui serait versée à l'employeur, le taux va dépendre de la date à laquelle l'accord va être transmis à l'administration. Donc, si l'employeur transmet son accord avant le 1er octobre, on est sur une indemnisation à hauteur de 60% de la rémunération horaire brute de référence dans la limite de 4,5 fois le SMIC. Et pour les accords qui seraient transmis après le 1er octobre, on serait sur un pourcentage qui devrait être baissé à 56% de la rémunération horaire brute de référence, toujours retenue dans la limite de 4,5 fois le SMIC. Et j'en terminerai là. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce dispositif ARM n'a pas à vocation à s'appliquer de façon pérenne. C'est un dispositif qui, normalement, est temporaire. Et donc, la loi nous indique que l'accord collectif ou le document unilatéral qui va mettre en place cette deuxième modalité d'activité partielle et qui déroge au droit commun devra être adressé au plus tard le 30 juin 2022. Voilà, je vais laisser la parole maintenant à Charlotte Etis.
Donc, toujours dans le registre de l'activité partielle et pour compléter un petit peu ce que vous a dit Marion, je voudrais vous parler, moi, de deux mesures exceptionnelles qui ont été instaurées par l'article 6 de la loi d'urgence sanitaire, qui sont des mesures qui visent à compenser la perte de rémunération liée à l'activité partielle. Donc, la première mesure, c'est une possibilité pour des salariés de monétiser des jours de repos et de congés payés. Il faut en revanche que cette autorisation, donc ce dispositif, ait été institué par accord d'entreprise ou de branche. Et si donc un accord d'entreprise ou de branche prévoit cette possibilité, les salariés qui ont été placés en activité partielle et qui ont perdu une partie de leur rémunération du fait que du coup l'allocation d'activité partielle a été que qu'ils ont perçu, par exemple, si on reste sur l'égal, 84% de leur salaire net, ils vont pouvoir monétiser une partie de leur jour de repos, donc soit congé payé, soit jour de repos conventionnel, donc ça peut être JRTT, JRS, pour pouvoir justement compenser cette perte de rémunération. Une limite à cela toutefois, les jours ne peuvent être monétisés que dans une limite de 5 jours maximum 5 jours maximum, et il faut que cela concerne des jours de congés qui n'ont pas été pris et qui ont été déjà acquis, pas des jours par anticipation. Donc ça, c'est la première mesure. Deuxième mesure, c'est un peu différent puisque c'est un système de solidarité forcée qui est prévu, là aussi qui ne peut être mis en place que par accord d'entreprise ou de branche, et là qui va permettre à l'employeur d'imposer à certains salariés qui ont été placés en activité partielle et qui, eux, n'ont pas eu la chance, entre guillemets, de ne pas voir leur rémunération baisser du fait de cette activité partielle, ils vont pouvoir se voir imposer ces salariés d'affecter jusqu'à 5 jours de repos conventionnels, donc là encore, c'est les congés payés ou les jours de repos comme RTT, JRS, tout ça, à un fonds de solidarité. Et ces jours vont ensuite être monétisés et vont pouvoir permettre de compenser la perte de rémunération d'autres salariés de la même entreprise qui, eux, auraient pu être affectés par l'activité partielle et en ayant subi une baisse de rémunération. Donc, vous pouvez peut-être vous dire que ça peut paraître bizarre qu'il y ait dans une même entreprise certains salariés qui, effectivement, sont en activité partielle et ne voient pas leur rémunération baisser et d'autres, oui. Alors ça, c'est tout à fait possible en application de tout simplement de dispositions conventionnelles. Pour vous donner un exemple, par exemple, la convention collective de la métallurgie prévoit expressément que tous les salariés qui sont cadres au forfait jour ou salariés cadres dirigeants ne peuvent pas voir leur rémunération baisser du fait d'un placement en activité partielle. Par exemple, dans une entreprise qui appliquerait la convention collective de la métallurgie, on peut se retrouver avec une population de salariés, donc les cadres forfait jour et les cadres dirigeants qui, eux, ne sont pas affectés par l'activité partielle, alors que les ouvriers ou agents de maîtrise vont l'être. Donc, dans ce cas de figure, si un accord d'entreprise ou de branche le prévoit, ces salariés pourront être contraints, entre guillemets, de donner jusqu'à 5 jours de leur congé pour pouvoir financer la perte de rémunération de leurs collègues. Donc, également, autre mesure prévue par la loi d'urgence à l'article 11, c'est, et c'est important que la loi vienne clarifier ce point, une prise en compte de la période d'activité partielle Covid pour l'acquisition des droits à la retraite, puisque du coup, vous le savez peut-être, l'allocation d'activité partielle n'est pas soumise à cotisation, donc par nature, du coup, les salariés ne payaient pas de cotisation pour la retraite, et donc plus longtemps, jusqu'à la loi d'urgence, plus longtemps ils étaient en activité partielle, plus finalement ils perdaient des droits par rapport à leur retraite de base. Donc sur ce point-là, la loi est venue clarifier la situation et dire que pour toute période d'activité partielle comprise entre le 1er mars et le 31 décembre 2020, l'allocation d'activité partielle la période serait prise en compte pour l'acquisition de droits à retraite, alors uniquement pour les régimes obligatoires de base. Et qui c'est qui va financer cette mesure, puisque ce ne sera pas via les cotisations des salariés, c'est le Fonds de solidarité vieillesse qui va donc prendre en charge le financement de cette mesure. Donc également, je vais vous dire quelques mots sur l'activité partielle et les garanties de prévoyance. Donc c'est l'article 12 de la loi qui est venu clarifier également certains points là-dessus, puisque on avait des pratiques hétérogènes en entreprise, puisque souvent, vous avez des contrats, les contrats de prévoyance prévoyaient que les cotisations ou les prestations étaient versées en fonction du pourcentage du salaire soumis à cotisation. C'est souvent les formules qu'on retrouvait dans les contrats d'assurance. Et là, c'est posé la question pendant la période d'activité partielle où les salariés percevaient une indemnité d'activité partielle, donc qui n'est pas une rémunération à proprement parler, de savoir si finalement on devait reverser les cotisations de prévoyance, ou alors un salarié qui devait percevoir des prestations pendant cette période, comment on l'a calculé puisqu'il ne percevait pas de rémunération à proprement parler.
Donc, sur ce point-là, la loi est venue préciser que déjà, premièrement, l'employeur était obligé de maintenir les garanties de prévoyance complémentaires au profit des salariés qui étaient placés en activité partielle, même en présence de clauses contraires dans les accords collectifs ou décisions unilatérales ou des contrats de prévoyance, et que s'agissant précisément de l'assiette des contributions, primes et prestations, il fallait les reconstituer à partir de l'indemnité brute d'activité partielle perçue par le salarié. Il est toujours possible de prévoir une assiette supérieure, mais le principe, c'est sinon, on prend l'indemnité d'activité partielle, on considère finalement que c'est la rémunération et on calcule l'assiette des contributions ou l'assiette de versement des prestations à partir de cette indemnité d'activité partielle. Également, la loi a prévu que l'employeur pouvait, sur simple demande qui devait être formulée avant le 15 juillet au plus tard, l'employeur pouvait demander un report ou un délai de paiement pour verser les cotisations de prévoyance qui seraient dues au titre du maintien des garanties en période de chômage partiel, et ce sans frais ni pénalité, c'est-à-dire que les organismes de prévoyance sont obligés d'accéder à cette demande de l'employeur, la condition étant simplement que ce report, donc qui va être décidé avec l'organisme de prévoyance, ne doit pas entraîner un paiement de plus de 2 échéances par mois à compter du 15 juillet, tant pour les employeurs que les salariés. Et deuxième condition, toutes les cotisations reportées doivent avoir été payées au plus tard le 31 décembre. Également, la loi est venue sécuriser un point, à savoir que l'organisme assureur ne pouvait pas suspendre les garanties ni résilier le contrat au motif que l'employeur n'aurait pas réglé les cotisations pendant la période du 12 mars au 15 juillet. Donc, l'employeur, par exemple, qui n'aurait pas payé les cotisations parce que, à l'époque, estimait qu'il n'avait pas à le faire parce qu'il n'y avait pas de rémunération versée aux salariés avant que la loi d'urgence vienne clarifier ce point. Donc là, l'organisme assureur ne peut pas se prévaloir d'une clause du contrat qui viendrait prévoir qu'en cas d'absence de paiement, le contrat est résilié. Donc, également, vous avez des mesures qui ont été prises par la loi d'urgence. Alors, c'est l'article 41 sur le recours au CDD et au contrat d'intérim avec un assouplissement des conditions de recours à ces contrats. Pour vous rappeler un petit peu le dispositif existant, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais vous avez des règles légales qui sont prévues pour le recours CDD, renouvellement, délai de carence, tout ça. Et il était possible d'y déroger sur certains points uniquement par accord de branche étendu. Donc, la loi d'urgence permet en fait de faire des dérogations par accord d'entreprise, donc un assouplissement puisque c'est plus facile de passer par un accord d'entreprise. Donc, par dérogation à la loi, l'accord d'entreprise pourra fixer le nombre maximal de renouvellement possible pour un CDD, fixer les modalités de calcul des délais de carence entre 2 contrats, et également prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n'est pas applicable. Vous avez des dispositions similaires qui s'appliquent au contrat d'intérim. Et également, la loi a prévu que l'accord d'entreprise pouvait prévoir de nouveaux cas de recours en plus de ceux qui sont prévus par la loi pour le recours à l'intérim. Donc, pour rappel, les cas légaux de recours à l'intérim, c'est l'accroissement temporaire d'activité, les emplois saisonniers d'usage ou alors le remplacement d'un salarié absent ou du chef d'entreprise. Donc là, un accord d'entreprise pourra prévoir des cas supplémentaires de recours à l'intérim. Et ces dérogations ont vocation à être temporaires puisqu'elles s'appliquent uniquement jusqu'au 31 décembre 2020, c'est-à-dire qu'un accord d'entreprise qui prévoit ces assouplissements pourrait être conclu jusqu'au 31 décembre 2020 et pour la signature de contrats CDD ou intérim qui seront signés avant le 31 décembre 2020. Donc, après d'autres mesures, je vais passer un petit peu plus rapidement qui sont prévues par la loi d'urgence, donc notamment concernant les contrats d'insertion dans l'emploi qui normalement pouvaient être signés pour une durée de 24 mois. Là, la loi d'urgence permet une durée totale de contrat de 36 mois, cette possibilité étant ouverte jusqu'au 10 janvier 2021, ce qui correspond à 6 mois après la sortie de l'état d'urgence sanitaire. Également, et ça c'est quand même une mesure assez phare de la loi d'urgence sanitaire, c'est un recours auprès de main-d'œuvre qui va être facilité avec un dispositif applicable uniquement, par contre, qui a vocation à être temporaire, qui sera applicable uniquement jusqu'au 31 décembre 2020. L'objectif de cette mesure, c'est quoi? C'est de permettre tout simplement aux entreprises des secteurs qui sont en sous-activité du fait de la crise sanitaire de pouvoir prêter plus facilement des salariés aux entreprises qui, elles, sont surmobilisées du fait de cette période de crise sanitaire.
Alors, vous n'avez peut-être pas toutes les règles en tête, mais pour faire assez simple, le dispositif existant, donc avant les assouplissements qui ont été amenés par la loi d'urgence sanitaire, c'est que le prêt de main-d'œuvre n'est licite que s'il poursuit un but non lucratif. C'est-à-dire, c'est quoi un but non lucratif? C'est lorsque l'entreprise prêteuse ne va rien facturer, enfin ne facture pas en tout cas à l'entreprise utilisatrice, plus que les salaires qui seront versés aux salariés qui sont prêtés, plus les charges sociales, plus les frais pro. Donc, il n'y a aucun profit, en fait, de l'entreprise prêteuse sur le prêt de salariés qu'il va faire à l'entreprise utilisatrice. Il y avait également un formalisme très strict à respecter puisque il devait y avoir obligatoirement une convention de mise à disposition entre les deux entreprises, donc l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice, avec des mentions obligatoires. Également, un avenant signé avec le salarié qui est mis à disposition, là encore avec des clauses obligatoires et notamment les horaires de travail. Et il fallait également que soit consulté le comité social économique et de l'entreprise prêteuse et de l'entreprise utilisatrice, et ce, en amont de la mise à disposition. Et le CSE devait également être informé à chaque convention qui était signée. Donc, les nouveautés qui sont apportées par la loi d'urgence, c'est déjà, et c'est peut-être la plus importante, un assouplissement de la notion de but non lucratif, puisque finalement, on va venir nous dire que le but non lucratif est réputé rempli, même quand le montant facturé par l'entreprise prêteuse est inférieur au salaire versé ou égal à zéro. Donc, on va avoir un but non lucratif qui est réputé rempli quand l'intérêt de l'entreprise utilisatrice justifie un tel recours au prêt de main-d'œuvre en raison des difficultés qu'elle connaît liées au Covid-19 et que cette entreprise relève de secteurs d'activité particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation et à la continuité de la vie économique. Donc, sur ce point-là, on attend la liste des entreprises, enfin des secteurs d'activité par un décret apparaître. Donc, à partir du moment où l'entreprise remplit ces deux conditions, si du coup il y a prêt de main-d'œuvre, même si au final il y a un but lucratif, on va considérer, enfin le but non lucratif est considéré rempli et le prêt de main-d'œuvre du coup sera licite. Également, on a un formalisme qui est extrêmement allégé puisque une seule convention pourra porter sur la mise à disposition de plusieurs salariés, ce qui n'est pas le cas auparavant puisqu'il fallait, comme je vous l'ai dit, une convention par mise à disposition. L'avenant au contrat de travail qui est signé avec le salarié n'aura plus à fixer par avance les horaires d'exécution du travail. Seul un volume hebdomadaire devra y figurer. Et après, c'est l'entreprise utilisatrice qui s'arrange, entre guillemets, avec le salarié pour les horaires. Cela pour permettre une meilleure adaptabilité d'une semaine à l'autre. Et également, les représentants du personnel pourront être consultés a posteriori, par contre, dans la limite maximale d'un délai d'un mois après la signature de la convention de mise à disposition. Et une seule consultation sera possible pour plusieurs conventions signées. Enfin, et j'en finirai par là, la loi d'urgence a également instauré une cinquième possibilité pour mettre en place dans l'entreprise un accord d'intéressement. Alors, cette modalité ne concerne que les entreprises de moins de 11 salariés, sans délégué syndical ni comité social économique. Et du coup, cette modalité, ce sera mise en place de l'accord d'intéressement simplement par décision unilatérale de l'employeur, puisque vous le savez peut-être déjà, mais jusqu'à maintenant, il y avait seulement 4 modalités existantes pour la mise en place d'un dispositif d'intéressement. C'était par convention ou accord signé avec un délégué syndical, par accord entre l'employeur et un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise, un accord signé avec le CSE, ou encore un projet d'accord proposé par l'employeur, mais qui devait être ratifié à la majorité des 2/3 du personnel. Donc là, cinquième modalité extrêmement simple, c'est sur simple décision unilatérale de l'employeur. Mais comme je vous l'ai dit, c'est possible que dans les TPE de moins de 11 salariés, la durée et qui n'ont pas de délégué syndical ni de CSE. La durée de l'accord, c'est l'employeur qui le choisit, mais elle devra être comprise entre 1 et 3 ans. Et la seule condition préalable qui est posée, c'est qu'aucun accord d'intéressement ne soit applicable et n'ait été conclu dans l'entreprise depuis au moins 5 ans, avant la date d'effet de la décision unilatérale. Le formalisme, très simple également, puisque les salariés devront tout simplement être informés par tout moyen de la mise en place de l'intéressement. Et en revanche, à noter que si l'employeur, à l'issue de la durée de l'accord qu'il aura choisi, souhaite reconduire un dispositif d'intéressement, il ne pourra plus, par contre, avoir de nouveau recours à la décision unilatérale. Il devra cette fois-ci choisir parmi une des 4 modalités déjà existantes que je vous ai citées auparavant. Ce dispositif est applicable depuis le 18 juin 2020 et par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est finalement une mesure pérenne, la loi d'urgence ne l'ayant pas limitée à la seule période d'urgence sanitaire. Donc voilà, c'est vraiment une cinquième modalité à part entière qui va être possible pour mettre en place dans l'entreprise un accord d'intéressement.
Pour le reste, après, la loi d'urgence a pris plusieurs mesures sur le calendrier des élections dans les TPE qui a été décalé du fait de la période d'état d'urgence sanitaire. Hein. Les élections devaient avoir lieu là en fin d'année, elles sont reportées au premier semestre 2021. Pareil pour le mandat des conseillers prud'hommes qui du coup est décalé également pour les membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles. Je vous passe les détails, si vous le souhaitez, vous pourrez retrouver pour les dates tout dans le petit document qu'on peut mettre à disposition. Également, on a une prolongation pour une durée de 180 jours de la validité des titres de séjour des étrangers qui sont arrivés à expiration entre le 16 mai et le 15 juin 2020. Vous avez également des mesures concernant les étudiants et saisonniers étrangers qui peuvent travailler temporairement plus longtemps en France, c'est-à-dire pour les étrangers, les travailleurs saisonniers étrangers 9 mois contre 6 mois auparavant, et pour les étudiants, ils peuvent travailler jusqu'à 80% de leur durée annuelle de travail tant que les cours n'ont pas repris, contre 60% auparavant. Et également, la loi prévoit la prolongation des droits des chômeurs en fin de droit pour ceux dont les droits sont arrivés à expiration à compter du 1er mars 2020. Ils ont pu bénéficier d'une prolongation de la durée de versement de l'allocation au plus tard jusqu'au 31 mai 2020, cette date étant un peu plus lointaine pour la catégorie particulière des artistes et techniciens intermittents du spectacle. Voilà, plusieurs dates qui sont du coup adaptées par la loi d'urgence sanitaire pour faire face justement aux conséquences du Covid sur l'emploi et faciliter un petit peu le maintien dans l'emploi pour tous. Je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions. On reste à votre disposition. Si vous avez quelques questions, c'est vrai que c'est assez technique. On n'a pas forcément aujourd'hui beaucoup, dans les entreprises, de recul de l'application de toutes ces mesures, puisque c'est très récent. Pour certains, on attend encore les décrets. Voilà, mais c'est sûr que je pense qu'il y a beaucoup de questions pratiques qui vont se poser face des fois un petit peu au... C'est pas le flou des textes, mais en tout cas, la richesse des textes et des décrets du coup, qu'on attend aussi qui arrivent un petit peu tous les jours. Peut-être pas tous les jours, mais là, c'est un peu plus calme en ce moment, mais assez régulièrement. D'ici la fin du mois de juillet, donc normalement, le projet de décret va être validé au niveau du dispositif d'activité partielle de maintien de l'emploi, puisque normalement, ce nouveau dispositif est applicable depuis le 1er juillet. Donc, d'ici la fin du mois, là, ce décret, à tout le moins, va sortir, c'est sûr. Si jamais il n'y a pas de questions, je pense qu'on va mettre fin à ce webinaire. Je ne sais pas si Luc va reprendre la main ou pas. En fait, je vérifie s'il n'y a pas eu de questions sur le chat. Si les personnes veulent poser des questions, donc il faut que le micro soit réouvert parce qu'il avait été coupé. On va juste demander, je vérifie en parallèle s'il y a eu des questions posées sur le chat. Je n'en vois pas. En tout cas, vous avez nos coordonnées, donc on reste à vos dispositions le cas échéant pour éclaircir certains points sur lesquels, par nature, voilà, vu le temps imparti, on a dû intervenir de façon synthétique. Après, je pense que c'est plus quand l'employeur se retrouvera confronté à une mesure qui est visée par la loi que des questions peuvent venir, parce que c'est vrai que les textes comme ça reste très abstrait, voilà, mais voilà, en tout cas, si vous avez des retours d'expérience à faire partager ou même des questionnements par rapport à des mesures que vous envisagez de mettre en place, n'hésitez pas, on est là pour vous éclairer. Écoute, merci à vous, c'était très clair. Merci bien. Je redemande encore une fois, pas de questions, c'est bon? Non, merci. C'est bon, ok, écoute, merci à vous deux et merci à ceux qui se sont inscrits. Merci. Et puis, à très bientôt et passez un bel été. Merci à vous. Bonnes vacances. Au revoir.